Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes, vous présidez également le conseil départemental, l'ancien conseil général des Alpes-Maritimes. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UMP et vous venez de publier un livre intitulé Autorité, un titre qui claque et qui résume probablement, on va le voir, votre programme. C'est publié aux éditions du Moment. Absolument. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Et c'est Laurent de Boissieu qui vous pose la toute première question. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UMP, qui va devenir Les Républicains. Est-ce que c'est un nom qui vous convient? Et est-ce que vous comprenez ceux qui considèrent que l'UMP peut-être êtes-vous républicain, mais que vous n'êtes pas tous les républicains et que les autres partis, pour la plupart, sont aussi républicains? Éric Ciotti. Personnellement, c'est un nom qui me convient totalement, je dirais parfaitement, que nous revendiquions nos valeurs républicaines. Je crois que c'est un message assez fort, c'est un message pour dire ce que nous sommes et pour dire aussi ce que nous voulons être demain. Alors après, que nos adversaires y voient une volonté de s'accaparer les valeurs de la République, d'abord je trouve que c'est faux, et puis si ça les contrarie, je me dis que peut-être on est dans la bonne direction. Donc ce nom, il me paraît opportun, il me paraît pertinent, et il marque surtout le retour en force de notre famille politique sur la scène politique. Et personnellement, je soutiendrai ce choix. Il peut y en avoir, je comprends la position de certains, y compris au sein de notre famille politique, qui veulent exprimer d'autres noms. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que Nicolas Sarkozy a eu un mandat des militants lorsqu'ils l'ont élu, puisque c'était clairement dans son programme pour changer le nom, pour de multiples raisons. Donc demain, si d'autres ont des propositions, il faudra que ça soit entre les Républicains un nouveau nom, mais cette volonté de tourner une page, et une page qui a été, il faut bien le reconnaître, assez douloureuse les derniers mois et les dernières années pour notre famille politique, cela me paraît utile, nécessaire et je dirais même indispensable. Est-ce qu'il faudra un vote de l'ensemble des militants sur un ou plusieurs noms? Le vote, je le disais à l'instant, il a déjà eu lieu un peu avec l'élection de Nicolas Sarkozy, puisque il s'était très clairement engagé à changer radicalement notre famille politique. Il n'était pas connu à l'époque. Le nom, les statuts, j'en conviens. Donc, ça fait partie du paquet pour vous. Il y aura un vote sur les statuts. Ouais. Et dans les statuts, il y aura naturellement le nom. Mais il y aura d'autres questions. Par exemple, les primaires seront dans les statuts. Si on commence à faire un vote sur chaque sujet, d'autres pourraient réclamer un vote sur les primaires. Il y a des personnes qui ont été hostiles aux primaires, ce n'est pas mon cas. Je soutiens au contraire cette approche qui, pour moi, est la garantie de l'unité et du rassemblement. Mais pourquoi pas, demain, certains qui vont dire un vote sur les primaires, sur d'autres questions, sur l'élection des présidents de fédération au suffrage direct des militants. Donc, à mon avis, les militants doivent voter, mais sur la réforme globale des statuts, avec ce nouveau nom qui est porté par Nicolas Sarkozy. Romain Mazneau, RCF. On sait que vous avez un discours très ferme sur l'islamisme, le communautarisme, l'immigration, etc. Est-ce que c'est pour vous la meilleure manière de lutter contre le Front National, de se rapprocher le plus possible de ces thèmes-là? Éric Ciotti. Moi, je récuse totalement l'idée qui est entretenue encore hier par le premier secrétaire du Parti socialiste, que dès qu'on aborde certains sujets, on se rapproche du Front National. Moi, je refuse l'idée que le Front National a le monopole de certaines thématiques, c'est pour lutter contre de certaines valeurs. La nation n'appartient pas au Front National. L'immigration est un problème aujourd'hui. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde, les questions de sécurité, les questions de terrorisme, la montée du communautarisme. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire que laisser, par lâcheté, le monopole de ces sujets au Front National. Le Front National est une impasse pour notre pays. Le Front National prospère quand la France va mal, quand elle est en difficulté. Le Front National fait son miel des malheurs de la France et des Français. Et il a cette ambiguïté entretenue depuis des décennies avec le Parti socialiste. Donc nous n'avons rien à voir avec le Front National. Mais je le dis très clairement, il faut
et nous sommes très clairs, et je suis très clair, combattre le Front National, et en même temps ne pas lui laisser des sujets sur lesquels il a fait aujourd'hui par exemple, vous êtes contre la supercherie politique. Vous êtes contre la préférence nationale, l'aide médicale d'État, des choses comme des sujets sur ces sujets-là. Vous êtes en désaccord avec le Front National. Une prestation sociale sélective. Oui, dites-vous dans votre livre. Est-ce que ce n'est pas un peu la préférence nationale finalement? J'ai des propositions. Venons sur ce sujet de l'immigration. Je l'évoque dans mon livre. Cette idée de préférence, c'est pas la préférence nationale. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'il y ait des prestations sociales qui sont versées pour ceux qui ont une capacité contributive. Un étranger qui arrive travailler en France, il verse des cotisations, il est totalement logique qu'il ait des prestations. 10% seulement de l'immigration aujourd'hui trouve une source économique. Pour ceux qui n'ont pas de capacité contributive, eh bien, je pense qu'il faut un délai entre le moment où on arrive sur le territoire national et le moment où on perçoit des prestations, notamment pour les allocations familiales. Dire cela, c'est déjà évoquer que ça existe, puisque pour le RSA, par exemple, je préside un département, nous versons le RSA, il faut un délai de séjour en France de 5 ans avant de pouvoir bénéficier du RSA. Ce débat, il est au cœur de la campagne électorale en Grande-Bretagne. C'est ce que propose David Cameron avec cette idée de prestations sociales différenciées. Moi, je crois qu'il faut être lucide aujourd'hui et il ne faut pas que notre pays envoie des messages qui seraient dangereux parce que ce modèle social, sans doute trop généreux, eh bien, il attire des personnes auxquelles nous ne pouvons, et c'est un drame pour elles aussi, et je dirais peut-être d'abord, avec le cortège tragique qui entoure la venue de ces personnes auxquelles on fait miroiter un rêve, je dis très clairement aux personnes auxquelles on ne peut offrir ni travail ni logement, il est illusoire de leur laisser penser que grâce à un système social généreux, elles pourront s'installer durablement sur notre pays. Je crois que c'est une question de lucidité, mais aussi de dignité envers ces personnes. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Pour revenir au Front National quand même, on dit beaucoup que votre région était un peu une terre de mission pour ce parti. Ça vous inquiète la candidature de Marion Maréchal Le Pen au régional? Je dis très clairement que nous allons faire battre et que nous battrons Marion Maréchal Le Pen. Ça va être difficile, ça va être rude. C'est un combat qui va être, oui, rude, mais je suis confiant et je suis même certain dans la victoire. Nous avons été en tête aux élections départementales, de peu en termes de voix, mais massivement en termes de sièges. Nous avons gagné le département des Bouches-du-Rhône, celui du Vaucluse aussi, qu'on nous disait acquis au Front National. Une majorité relative et une égalité... Oui, mais le Front National, on annonçait dans les sondages, rappelez-vous, hein, une semaine ou 2 semaines avant les départementales, d'abord que le Front National serait le premier parti de France. Première erreur, c'est l'UMP qui a retrouvé cette place légitime. Les sondages s'étaient trompés. En tout cas, ce que nous avons fait dans les derniers jours, et sans doute grâce à Nicolas Sarkozy, a inversé les choses. On nous disait que le Front National allait gagner des centaines de sièges. Bon, à peine une 50aine de binômes gagnés, et j'ai la fierté de dire que dans mon département, il n'y en a eu aucun. On nous disait que des départements allaient passer au Front National. Aucun. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un coup d'arrêt. Vous êtes confiant. Il y a eu un coup d'arrêt à la montée du Front National, et qu'aujourd'hui, nos concitoyens commencent à connaître, à mesurer la supercherie de ce que représente ce parti. J'insiste sur ce mot, il est là pour tromper les Français. Lorsque l'on regarde les réponses du Front National, vous parliez tout à l'heure du diagnostic, des sujets qui sont évoqués, et il peut y avoir des sujets qui sont pointés par le Front National, qui sont des sujets d'inquiétude, d'angoisse, de préoccupation des Français. Et il faut naturellement regarder avec beaucoup de lucidité ces problèmes. Mais si on regarde les réponses, on va sans doute parler du communautarisme. Rappelons-nous que Jean-Marie Le Pen et sa fille ont été contre les 2 lois que notre majorité a portées, la loi de 2004
contre le port des signes ostentatoires Oui, on va en religieux à parler, l'école, la loi Nicolas Sarkozy, à l'époque aussi, contre la burqa. Nicolas Sarkozy était à l'époque aussi très réticent. Mais il était au gouvernement. Ouais. C'est un texte Oui, que nous avons mais il avait fait par ses amis politiques à soutenu. l'époque, députés, Bon, un communiqué réticent sur cette loi-là, Mais- et qui allait à l'encontre de la commission. Il était à l'époque réticent. Donc il y avait aussi des débats au sein de l'UMP En sur tout ce cas, sujet. c'était la position de notre majorité. Et je crois qu'aujourd'hui, la position de Nicolas Sarkozy, elle est totalement claire. Prenons le sujet économique, le Front National. À la lettre près, le programme économique du Front National, c'est celui de M. Mélenchon ou de M. Besancenot. Très exactement le même. Avec, si ce programme était appliqué, la ruine certaine, en quelques jours, de notre économie. Sauf que Donc, Marion Maréchal Le Pen, justement, qui est candidate dans votre Bon, région, monsieur. autant Florent Philippot qui a porté cette ligne-là, et en effet, autant d'hypothèses économiques de ce que vous portez, autant Marion Maréchal Le Pen, elle-même n'a pas hésité à dire ses critiques en interne, donc nuancées par rapport à cette ligne-là. Elle est très proche, finalement, de ce que vous prenez. Éric écoutez, Ciotti. moi, j'entends Sur le la plan ligne économique. officielle du Front National. Alors, est-ce que c'est le Front National du grand-père, de la petite-fille, de la fille, du gendre? Bon, on est face à une petite entreprise familiale, enfin petite financièrement, il semble que ça ne soit pas le cas d'ailleurs, mais c'est une entreprise familiale. D'ailleurs, je souligne, et votre question m'y invite, que dirions-nous, que diriez-vous si à l'UMP on avait, ou au PS, ou dans une autre formation politique, tous les postes essentiels accaparés par une famille, quoi. On est dans un On a eu le ordre souvenir de Jean Sarkozy à dynastique. une époque. On est dans un C'était- ordre dynastique. Oui. Ça nous a été reproché. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, Jean Sarkozy a aujourd'hui Tout à fait, n'est plus dans le paysage fait politique. des choix qui sont différents. Mais là, Ouais. depuis des décennies, on a cette entreprise familiale qui utilise à des fins, il faut bien le dire, assez privées, les inquiétudes, l'angoisse, les préoccupations des Français. Une dernière question de Romain Mazenot, RCF. Vous avez évoqué tout à l'heure en un mot la primaire pour 2017. Comment concilier un positionnement clairement à droite, ferme sur les questions régaliennes, et puis en même temps un candidat unique de la droite et du centre, de l'ensemble de l'opposition, pour éviter l'éparpillement au premier tour? Éric À Ciotti. chaque candidat, c'est d'abord question de procédure, de forme. Moi, je crois que la primaire, c'est la garantie de l'unité. Notre famille politique a horriblement, terriblement souffert Y de la compris avec l'UDI et le MoDem? avec l'UDI, avec je l'UDI. reviendrai, a terriblement souffert de nos divisions. La primaire, c'est la garantie. Tout le monde aujourd'hui souscrit à cette procédure. Tout le monde. Nous l'avons adoptée à l'unanimité Vous du voilà bureau enfin politique. d'accord au sein de l'UMP. Non, mais on a considérablement progressé. L'élection à la présidence de l'UMP en novembre s'est passée de façon transparente, personne ne l'a contesté, le résultat est clair. Nous avons mis en place la procédure des primaires, nous avons gagné les élections départementales, nous allons adopter de nouveaux statuts, nous allons porter un congrès fondateur. Donc en peu de temps, le travail effectué essentiellement par Nicolas Sarkozy est considérable. La primaire, pour moi, c'est la garantie de l'unité. Après, il ne faut pas s'aligner sur le plus petit dénominateur commun. Les candidats à cette primaire devront faire valoir leurs convictions. Et moi, je suis convaincu que cette élection, que la primaire, mais également l'élection présidentielle, elle va beaucoup se jouer sur ces questions régaliennes, sur les questions d'autorité. L'autorité, c'est la valeur qui est aujourd'hui la plus soutenue par nos concitoyens. Nos concitoyens exigent, réclament de l'autorité. Notre pays a besoin d'autorité. Donc je pense que sur tous ces sujets vont être déterminants. Et naturellement, celui qui aura les réponses les plus pertinentes, celui qui aura les réponses les plus claires, celui qui assumera ses convictions, parce que je dirais que le problème de la droite républicaine a été, et nous avons commis des erreurs, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons perdu en 2012, nous n'avons pas forcément tout assumé de nos convictions, c'est ce que nous ont reproché nos électeurs. Donc je pense que celui qui gagnera cette primaire, c'est celui qui affirmera avec le plus de clarté, en tournant le dos politiquement correct, ses convictions, et notamment sur les sujets que vous évoquez. C'est qui, selon vous, celui-là, aujourd'hui? Écoutez, Allez. nous verrons qui sera candidat. Il est prématuré pour le dire. Et aujourd'hui, moi, je ne me prononcerai pas sur un choix. Je crois qu'on a encore des étapes à franchir. Au moins toute l'année 2015, qui va nous conduire jusqu'à la victoire, je l'espère, au régional à la fin de l'année, aux élections internes dans notre formation politique en septembre.
Nous préparerons le projet au cours du premier semestre 2016 et après il y aura le temps des candidatures. C'est pas le moment. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont exprimé des positions claires, fortes sur ces sujets. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Éric Ciotti, président UMP du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Éric Ciotti, président UMP du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il est interrogé par Laurent Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, monsieur Ciotti, on parlait des primaires à l'instant. Vous semblez en exclure totalement le MoDem. Pourtant, vous aurez peut-être besoin du MoDem à un moment ou un autre. Au régional Au régional, voilà. oui. François Bayrou reste-t-il l'ennemi intime de l'UMP? Je dirais que pour l'instant, le MoDem s'exclut lui-même de ces primaires. Pour participer à ces primaires, il faut être clair. D'abord, il faut exprimer une opposition au gouvernement actuel. Monsieur Bayrou a dit lui-même, il y a quelques semaines, qu'il ne voterait pas la motion de censure à l'Assemblée nationale s'il était député. Donc ça veut dire qu'il est toujours ambigu, il n'a jamais fait, je dirais, son acte de contrition par rapport à ce qu'il a, à sa faute d'appeler à voter François Hollande. Son péché originel. N'oublions pas cette faute grave d'appeler à voter François Hollande. Alors maintenant, il critique un peu le gouvernement, mais en même temps, il dit qu'il n'est pas complètement dans l'opposition. Donc, que M. Bayrou clarifie ses positions. Aujourd'hui, la primaire, elle doit se faire dans un cadre clair. L'UMP, l'UDI sont dans l'opposition. Nous sommes quasiment systématiquement d'accord à l'Assemblée nationale. Nous avons les mêmes positions, nous avons été unis aux élections départementales. Le MoDem a des alliances à géométrie variable. Là, il est allié avec la gauche, là, il est allié avec... C'est quasiment fini ces alliances à géométrie variable. En tout cas, il y a encore des pas à franchir. Et au régional, est-ce que vous pensez qu'il faut une union jusqu'au MoDem pour la liste conduite par Christian Estrosi? Il faut une union sur des bases claires. Ce qui est insupportable aujourd'hui et ce que ne supportent plus nos électeurs, c'est l'ambiguïté, c'est la combinaison politicienne. Donc, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, derrière Christian Estrosi, nous aurons un projet clair, nous avons des valeurs que nous assumons. L'union est parfaite entre l'UDI et l'UMP. C'est le cas dans les Alpes-Maritimes, c'est le cas dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, pour l'instant, nous avons un axe très très fort d'union, d'alliance, de rassemblement entre l'UMP et l'UDI. Au MoDem de clarifier les choses avant de parler d'alliance. Comment qualifiez-vous les relations entre François Bayrou et Alain Juppé, qui se disent proches l'un de l'autre? Elles sont manifestement proches sur un plan personnel et sur un plan géographique aussi, en Aquitaine, bien sûr. Oui. Ça a été une erreur de le soutenir à Pau pour l'UMP? Ça a troublé beaucoup de nos électeurs parce que il y avait un contexte particulier lié à l'implantation forte, je le reconnais, de François Bayrou à Pau, mais ça a beaucoup troublé nos électeurs, parce qu'ils ont le sentiment justement que par rapport à cette erreur, cette faute, je le redis, de François Bayrou, qui appelle à voter Hollande, avec les conséquences aujourd'hui pour notre pays, eh bien, on ne peut pas être à la fois dedans et dehors, et puis réclamer le soutien de l'UMP tout en le critiquant. Ça faisait combinaison politicienne. Et je crois que certains d'entre nous s'y sont opposés, et nos électeurs l'ont mal vécu, en tout cas. Très bien. Romain Mazenot, RCF. Autre sujet, l'armée réclamait 8 milliards d'euros supplémentaires pour son budget. Elle en a obtenu finalement près de la moitié. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette décision du président de la République pour lutter contre le terrorisme? Éric Ciotti. En tout cas, bien entendu, je l'approuve. Cette décision va dans la bonne direction. Est-ce qu'elle est suffisante? Personnellement, je ne le crois pas. Il aurait fallu aller plus loin? Il aurait sans doute fallu aller plus loin. Et où est-ce qu'on trouve l'argent? En plus, là, on sait que l'État n'a plus d'argent. Je vais y venir parce que j'ai l'impression qu'on est un peu... Ces annonces sont un peu virtuelles. Certaines portent jusqu'en 2019.
le budget 2015 ne bouge pas. Alors certes, il est sanctuarisé. On parle, je crois, de 600 millions d'euros de plus en 2016. Et les efforts sont croissants avec les années. Donc ça veut dire qu'en gros, on reporte l'effort après 2017. Ça ne coûte rien pour M. Hollande, mais en tout cas, il s'aperçoit qu'il s'est trompé parce que nous étions allés, notamment avec la loi de programmation militaire, dans une déconstruction dangereuse, très dangereuse de notre outil de défense. Une inflexion est apportée, je ne vais pas la contester, bien au contraire, elle va dans le bon sens. J'ai simplement un petit bémol sur l'utilisation qui est faite de nos forces armées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en France, avec l'opération Sentinelle. Moi, je pense que ce n'est pas aux militaires, 7000 en l'occurrence, d'assurer des gardes statiques, de bâtiments, d'être présents sur le territoire. Oui. Cet effort, je pense qu'il doit être porté par d'autres forces de sécurité intérieure, notamment les policiers et les gendarmes, mais dans les arbitrages, je le dis aussi, et je le dis parce que vous allez sans doute me poser la question, nous avons commis des erreurs en matière d'arbitrage sur les moyens et sur les effectifs, je le dis dans mon livre d'ailleurs très, très clairement, sur la diminution des effectifs. Je crois qu'il faut inverser la courbe des effectifs de la police, de la gendarmerie, beaucoup plus fortement que nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fait dans les discours, mais ça ne se traduit pas concrètement dans les effectifs. Dans mon département, on annonce la fermeture de 4 brigades de gendarmerie. En même temps, on entend à la tribune de l'Assemblée nationale le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, dire qu'il crée des effectifs. C'est faux, il n'y a pas de création d'effectifs. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Quelle est votre position personnelle sur la loi sur le renseignement qui est en débat? Alors, on sait que vous êtes un spécialiste de ces questions-là. Je soutiens ce texte, je le voterai très, très clairement. Je suis l'orateur du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Ce texte a des insuffisances. Je dirais que ce que je conteste, c'est plutôt ce qu'il ne contient pas que ce qu'il contient. J'aurais souhaité, espéré, j'ai réclamé une grande loi d'orientation, de programmation contre le terrorisme, notamment avec les moyens budgétaires qui vont avec. Parce que nous avons aujourd'hui un déficit de moyens humains, matériels, judiciaire pour lutter contre le terrorisme. Cette loi ne suffit pas. Donc il faut, à mon avis, une loi cadre. Il faut une réponse pénale mieux adaptée aussi contre le terrorisme. Mais pour autant, ce qu'il y a dans ce texte va dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce qu'il donne des outils juridiques nouveaux pour mieux prévenir la menace. Parce qu'il donne un cadre légal à l'intervention, souvent ambigu ou dans un cadre juridique flou, à nos services de renseignement, parce qu'il nous permet d'être moins naïfs face à la menace, parce qu'il nous permet d'avoir des dispositifs plus pertinents pour traquer la menace, notamment sur Internet. Le monde a évolué, on est dans l'ère du numérique. Aujourd'hui, avant, les interceptions concernaient les téléphones, les portables. Aujourd'hui, les terroristes ne parlent plus sur leurs portables. Ils parlent sur des réseaux cryptés, sur Skype. Il faut s'adapter à la menace. Ce texte y participe et je le voterai. En plus, je note par rapport aux inquiétudes qui ont été exprimées, quelquefois d'ailleurs de bonne foi, qu'il y a des garanties sur la traçabilité des procédures, qu'il y a une commission de contrôle que nous avons modifiée dans sa composition sur un amendement que j'ai porté à l'Assemblée nationale. Il y aura plus de parlementaires, il y aura plus de magistrats du Conseil d'État, de la Cour de cassation. Donc je pense que les inquiétudes en matière de risque pour les libertés publiques ne sont pas aujourd'hui pertinentes. Donc finalement, vous êtes d'accord avec le président de la République sur les crédits militaires, vous êtes d'accord avec la majorité sur la loi sur le renseignement? Il y a un sujet aujourd'hui qui doit garantir l'unité nationale, qui doit imposer l'unité nationale. Je crois que notre famille politique, depuis les attentats des 7, 8 et 9 janvier, a été irréprochable. Dès les premières secondes, et j'étais à ses côtés, Nicolas Sarkozy, le 7 janvier, a dit « nous devons afficher l'unité nationale ». Ce n'est pas ce qu'avaient fait les socialistes au moment de l'affaire Mera. Rappelez-vous, les critiques
je dirais même des critiques scandaleuses contre les forces de l'ordre, contre le RAID qui donnait l'assaut, la création d'une commission d'enquête, la remise en cause de la politique du gouvernement. Nous n'avons pas eu cette attitude face au terrorisme. Nous avons des soldats engagés sur des territoires, sur des opérations extérieures, au Mali. Nous avons nos forces aériennes qui bombardent Daesh en Irak. Aujourd'hui, nous devons sortir le débat politicien et faire preuve de dignité. Alors tout ne va pas dans le bon sens, nous devons le dire, mais s'il y a bien un sujet qui doit être préservé de la polémique politicienne, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. Et donc, Laurent de Boissieu-Lacroix. Donc ce que vous diriez que ceux qui, dans votre famille politique, ne veulent pas voter ce texte, font de la politique politicienne, si je vous suis. Éric Ciotti. C'était pas par rapport à ça que j'évoquais la politique politicienne. J'évoquais l'attitude des socialistes en 2012. Mais et en l'espèce, notamment, une partie de votre famille politique ne veut pas voter ce texte. et notamment François Hollande, rappelez-vous, qui avait refusé à Nicolas Sarkozy de faire voter une loi contre le terrorisme. Parce que cette loi que nous allons voter, c'est notre famille politique qui a commencé à la préparer. Avant 2012, cette loi cadre sur le renseignement. C'est le coordonnateur du renseignement sous Nicolas Sarkozy, Ange Mancini, qui y a travaillé le premier. Et pourtant, une partie de votre famille politique, Non, encore une fois, ne veut pas la voter. J'y viens, je ne veux pas me défausser la question. Allez-y, qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui ne votent pas? Il y a des inquiétudes qui sont sincères, qui sont légitimes, mais je crois qu'elles ne sont pas fondées. Donc il faut que l'on continue à expliquer. On a apporté des améliorations à ce texte, notamment sur la commission, et c'est le point clé, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui va donner un avis obligatoire, systématique au Premier ministre avant toute décision d'interception. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on confond un peu tout. Il y a dans notre pays, je prends une similitude, aujourd'hui, l'état des lieux sur les écoutes téléphoniques. 2000 écoutes administratives, autorisées par le Premier ministre, validées par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Il y a 35 000 écoutes judiciaires. Donc, on confond un peu tout. Les écoutes administratives visent à détecter la menace. On ne connaît pas les personnes, mais il faut qu'il y ait des filtres. Il faut que l'on contrôle certains contenus qui peuvent être à risque sur des réseaux sociaux en amont. Pour prévenir. C'est pas pour sanctionner. Ça, c'est le pouvoir judiciaire qui doit le faire. C'est pour prévenir la menace. Dès qu'on a identifié une personne qui est engagée dans une entreprise terroriste ou individuelle ou une association de malfaiteurs au sens du code pénal, alors là, c'est le volet judiciaire qui doit être activé. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on vient d'apprendre que le Rafale allait être vendu à un troisième pays. C'est clairement une victoire pour le gouvernement, ou le Qatar. C'est un bon coup pour le gouvernement, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine, tristesse un peu à l'UMP, parce que finalement le précédent gouvernement n'a jamais réussi à vendre de Rafale à l'extérieur. Ils ont fait des efforts pour cela. Il n'y a pas une d'abord jaloux, Éric Ciotti? Je dirais que c'est la victoire d'un avion extraordinaire. C'est la victoire de l'entreprise Dassault, et je veux en féliciter Serge Dassault, d'une famille qui a construit une entreprise industrielle exceptionnelle. Voilà, le Rafale, il n'a pas été imaginé par ceux qui nous gouvernent. Non. Ça fait plusieurs décennies qu'il a été qu'il a été projeté, qu'il a été réalisé, acheté par l'armée française. Donc le Rafale, c'est le succès de Dassault, c'est le succès de la France, et je me réjouis aujourd'hui que nous arrivions à voir ces succès en Inde, en Égypte, aujourd'hui au Qatar. Il y a eu des blocages qui ont été levés, mais sincèrement, qui pourrait croire qu'on part de rien? Ces négociations avec le Qatar, avec l'Inde, elles sont très anciennes, elles ont été conduites depuis longtemps. Il y a aussi un contexte géopolitique qui est nouveau. Ces pays veulent se protéger. On a un peu désarmé les démocraties, certains pays considéraient que la menace était plus faible. Aujourd'hui, malheureusement, la montée du terrorisme, du fanatisme, de l'islamisme radical pose à nouveau la question de cette stabilité du monde. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a ces ventes.
Romain Mazenot, RCF. Les chiffres du chômage sont très mauvais, plus 15 000 chômeurs en mars, on est à plus de 3,5 millions de chômeurs. Pourtant, quand on regarde ce qui a été fait par le gouvernement, alors il y a la baisse des charges, le crédit d'impôt compétitivité, la libéralisation dans certains secteurs avec la loi Macron, et on se dit que finalement ça ressemble un peu à ce qui pourrait être la politique économique de la droite au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une différence plutôt de degré dans le libéralisme ou la libéralisation de l'économie plutôt qu'une vraie différence de nature? Éric Ciotti. Là, pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord avec votre analyse. Il y a une différence fondamentale. Il y a une erreur économique majeure. Vous soulignez les chiffres, 615 000 chômeurs de plus, je crois, depuis l'élection de M. Hollande, en 3 ans à peine. Pourquoi ? Alors que toutes les grandes démocraties, tous les grands pays industriels, notamment en Europe, voient le chômage reculer. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas fortement en Grande-Bretagne, en Espagne, aux États-Unis naturellement, avec une reprise de la croissance qui n'est pas au rendez-vous chez nous. Pourquoi ? Parce que les socialistes ont conduit une politique totalement erronée. Ils ont augmenté la dépense publique. Ils avaient annoncé qu'il la diminuerait, ils ont augmenté la dépense publique et ils ont augmenté la mauvaise dépense publique, celle du fonctionnement, en faisant reculer l'investissement, notamment en étranglant les collectivités locales qui, elles, investissent. Ils ont accablé les Français, que ce soit les ménages ou les entreprises, de charges. Quand vous dites qu'il y a eu une baisse de charges, c'est faux. 80 milliards d'euros d'impôts et de charges de plus, répartis équitablement, si j'ose le mot, injustement plutôt, entre les entreprises et les ménages. Donc les charges se sont accrues. Pourquoi ? Parce que les socialistes, en arrivant, ont commencé à augmenter les dépenses. Il y a la période Hérault, mais il y a la période Valls. Oui, mais pour l'instant... sur la période Valls, Emmanuel Macron, qui est peut-être sur une autre ligne. Mais Macron, où est le courage de M. Macron et de sa loi ? Est-ce qu'il est revenu sur les 35 heures ? Est-ce qu'il a allégé... Est-ce que la droite est revenue sur les 35 heures ? Est-ce qu'il a allégé... Est-ce que vous avez abrogé les 35 heures ? Nous étions revenus en partie grâce à la défiscalisation des heures supplémentaires, qui avait déverrouillé cet étau. Les heures supplémentaires permettaient à 9 millions de Français de percevoir un revenu supplémentaire et donner de la souplesse aux entreprises. Nous aurions dû aller plus loin. Moi, personnellement, je suis favorable à ce que nous abrogions les 35 heures, qu'on casse ce carcan. Mais est-ce qu'il y a tout ça dans la loi Macron ? Est-ce qu'il y a un allègement des seuils sociaux qui sont un obstacle au recrutement ? Où est le courage ? Où est l'audace ? C'est faire porter les efforts sur les notaires. Et pourtant, ses amis lui reprochent d'être libéral. Si c'était si peu de choses, il n'y aurait pas les frondeurs. Est-ce que ce sont les notaires qui vont débloquer la croissance, sérieusement ? Est-ce que cela a une crédibilité ? Aucune. Mais revenons sur ce qu'ont fait les socialistes. Augmentation de la dépense publique. 60 000 fonctionnaires de plus dans l'éducation nationale, alors qu'on est déjà le pays d'Europe qui consacre le plus d'argent public à l'éducation nationale, sans qu'il y ait une amélioration de notre système éducatif. Il y a eu le retour à la retraite à 60 ans pour une partie importante des Français. Il y a eu cette augmentation des minima, des allocations. Encore cette semaine, on annonce le RSA pour les jeunes, 4 milliards d'euros. Comment tout cela va être financé ? Donc, il y a des socialistes qui sont drogués à la dépense publique, qui ont créé des déficits. Rappelons-nous quand même, on devait être à 3% de déficit public par rapport à notre produit intérieur brut en 2013. On y sera peut-être en 2017. Encore une fois, 2014, de la France qui n'a pas non plus été respecté auparavant par la droite. Mais nous avions réduit de façon considérable. Rappelez-vous, en 2011, la réduction des déficits, elle a été de plus d'un point. Donc, il y avait ce chemin. Nous avons subi une crise que les socialistes ont contestée. Ne l'oublions pas, 2008, c'est la pire crise économique depuis 1929. On a subi ce choc. Aujourd'hui, le monde n'est plus dans la même situation. La croissance est repartie aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sauf en France. Pourquoi ? Parce qu'on a cet aveuglement idéologique qui fait qu'on ne libère pas les énergies, on ne fait pas confiance aux chefs d'entreprise. On a un discours d'un côté, et puis on a des actes contraires de l'autre. Mais donc le discours, vous n'êtes pas, vous vous retrouvez dans le discours, même si vous dites peut-être que là aussi peut-être. Mais... le discours vient d'évoluer. Oui. On en prend acte. Trop tard. Mais
Où sont les effets concrets de ce discours? On continue à imposer des règles. On sait que le coût du travail est trop élevé dans notre pays. On sait que la réglementation du travail est insupportable et paralyse les recrutements. On sait que les modes d'indemnisation du chômage permettent de ne pas sortir aussi rapidement qu'on le souhaiterait de cette situation de précarité. Voilà la réalité. Est-ce que les socialistes ont osé s'y attaquer? Non. Sur tout cela, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Éric Ciotti, je rappelle que vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes, vous présidez le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Nous allons marquer une deuxième pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, Éric Ciotti, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, président UMP de ce conseil départemental. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors vous êtes favorable à l'interdiction du voile à l'université, vous êtes même à l'origine d'une proposition de loi en ce sens. Jusqu'où il faut aller? Est-ce qu'il faut interdire par exemple les jupes longues au collège et au lycée? Cette fameuse jupe longue, Éric Ciotti. C'est le débat du jour. Ça pourrait apparaître anecdotique et on voit bien que certains veulent présenter ça de façon anecdotique ou un peu outrancière en disant c'est de l'intolérance laïcarde. Mais de quoi s'agit-il? En l'occurrence, dans ce collège de Charleville-Mézières, c'est une forme de provocation et très clairement, c'est un message religieux qui était exprimé par cette jeune fille. Il n'y avait pas qu'elle d'ailleurs, puisque depuis plusieurs jours, il y avait un comportement, vous avez raison de le souligner, un contexte particulier. Ce n'est pas simplement le vêtement seul qui est en cause, mais le vêtement est en cause parce qu'il exprime une attitude, un comportement religieux. Donc on est, et moi je soutiens la principale qui a exclu cette élève totalement, d'ailleurs elle était en accord à la fois avec le recteur, l'inspecteur d'académie. Je crois qu'il faut exprimer, je le dis, on peut prendre quelques instants peut-être sur ce sujet essentiel. Moi je souhaite lutter contre l'expression communautaire aujourd'hui avec force. Il y a eu ce débat entre la République française et la religion catholique, qui s'est conclu douloureusement par la loi de 1905. Depuis, plus d'un siècle après, un équilibre a été trouvé et je crois qu'il convient à tout le monde. On n'est pas parvenu à trouver ce même équilibre avec l'islam, avec la religion musulmane. Alors c'est vrai qu'en 1905, je crois qu'il y avait 10 000 musulmans, il y en a 5 millions aujourd'hui, 1 million il y a 50 ans, 5 millions aujourd'hui. Avec qui on peut parler? Il y a de nouveaux comportements. C'est une difficulté. Ouais. Cette question souligne chez vous, par exemple, quelle est l'organisation du culte musulman. Il y a un déficit, il y a une représentativité qui est posée, mais je crois que face à cette situation, face à des comportements qui finalement soulignent quoi? Que la règle religieuse serait supérieure en toutes circonstances à la loi de la République. Moi, je dis, la religion relève de l'intime, relève de la liberté constitutionnelle de chacun, naturellement, mais on n'a pas le droit d'imposer son appartenance religieuse à ceux qui ne la partagent pas. C'est ça, la différence. Doit-elle rentrer dans les détails? La loi, aujourd'hui, on a une difficulté, on a un débat. Je dirais qu'il faut que la loi qui existe, on n'a pas à la modifier d'ailleurs, soit appliquée avec une forme d'intransigeance. Je le dis, au risque peut-être de choquer, y compris sur vos antennes, mais on voit bien que certains veulent placer le curseur de plus en plus loin par rapport aux signes ostentatoires religieux, le port du voile à l'université, vous avez raison de souligner, j'ai déposé une proposition de loi, Nicolas Sarkozy l'a soutenue, elle fait débat. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde au sein de l'UMP. Moi, je considère par exemple que dans l'université, espace de liberté, espace de modernité, espace d'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, voir de plus en plus d'amphithéâtres qui se voilent, ça ne me paraît pas une évolution positive. Ce sont des adultes majeurs, voilà, c'est ce qu'on vous répond. Ce sont des adultes, mais on est dans un espace public, on est dans un lieu public. Dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, le port du voile ou de signes religieux est interdit pour 30% des élèves, des adultes.
dans les classes préparatoires, pour les BTS, pour les EUT, parce que on est dans un cadre spécifique ou dans des lycées. Pourquoi on n'aurait pas la même logique pour l'université? Moi, j'ai proposé que cela s'applique dans les salles de cours. Pas d'ailleurs dans les espaces de restauration ou dans les espaces communs, mais dans les salles de cours, là où la parole de l'université, donc c'est-à-dire la parole de l'universel, celle des Lumières aussi, est exprimée, celle du débat. Demain, on l'a vu, il y a certains cours qui sont contestés. Parce que là, certains étudiants refusent certains enseignements. Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut mettre des garde-fous. Ça peut-être qu'on va... Vous avez le sentiment qu'on peut aller trop loin sur certains sujets, mais moi je crois aujourd'hui qu'il faut très clairement réaffirmer que la loi de la République s'impose aux lois de toutes les religions. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Toujours dans le même ordre d'idée, faut-il interdire les prêches en langue étrangère, enfin clairement en arabe, dans les mosquées? Je le crois. Éric Ciotti. Je le crois. Je le crois, et aujourd'hui, nous avons reçu des spécialistes de l'islam, nous avons reçu des imams dans ma commission d'enquête à l'Assemblée nationale. C'est une vraie question. Personnellement, je suis favorable à cette interdiction. La question de la nourriture aussi dans les cantines scolaires? Là aussi, je crois qu'il y a dans l'école de la République une règle qui doit s'appliquer à tous et qu'on ne doit pas biaiser avec des comportements. Si la règle de l'école de la République ne convient pas, il peut y avoir des écoles confessionnelles. Elles existent. Elles sont naturellement... Vous souhaitez ce contrat avec l'État? Elles ont leur place sur le territoire de la République, oui, mais dans ce contrat, il peut y avoir cette spécificité religieuse. C'est le cas pour l'école catholique. Pourquoi on doit s'adapter à tel ou tel régime, pratique, alimentaire, vestimentaire? Jusqu'où irons-nous demain? Jusqu'où irons-nous demain? Je pose cette question. Donc, il y a un cadre. Il a été douloureux, et je le rappelle, je le répète, cette relation entre la religion catholique et la République, elle a été difficile. Aujourd'hui, il y a un problème, je le dis par rapport à ceux qui nous gouvernent, il y a une forme de... la gauche était plutôt porteuse au cours de cette histoire républicaine que je rappelais, des valeurs de laïcité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une majorité à gauche est prisonnière d'une approche communautariste de la République. C'est la fameuse étude de Terra Nova disant qu'il fallait substituer les étrangers, les jeunes issus de l'immigration à la classe ouvrière. Derrière, il y a quand même cette idée sous-jacente. Moi, je dis, nous devons être intransigeants avec le communautarisme. Qui peut nier qu'il y a une montée du communautarisme? Et notamment du communautarisme musulman. Qui peut le nier? Regardons ce qui se passe dans certains quartiers. Regardons ce qui se passe dans certaines villes de France. Il y a des ghettos. Moi, je ne veux pas que dans des villes, il y ait des ghettos ethniques ou religieux. C'est le Premier ministre qui a évoqué cette question. Mais donc, pour lutter contre le communautarisme, quelle est la meilleure réponse que faire appliquer strictement les lois de la République, tout, et simplement? Laurent de Boissieu-Lacroix. Je change de sujet. Il y a des drames en ce moment en Méditerranée qui se transforment en cimetières. Vous êtes un département côtier. Frontalier. Frontalier. Concrètement, je pense que vous serez d'accord qu'on tend la main à celui qui se noie, mais après, que fait-on de ces populations qui fuient des pays en guerre? C'est un drame absolu. 3700 morts, je crois, en 2014 en Méditerranée, des migrants. Depuis les 4 premiers mois de l'année, 1700 morts déjà, donc on est à un rythme très supérieur à ce qui s'est passé l'année dernière. On ne peut pas rester inerte, impuissant. Donc bien entendu, il faut sauver ceux qui sont en danger aujourd'hui. Mais sauver ceux qui sont en danger, je ne crois pas que c'est en leur disant qu'on va tous les accueillir sur le continent européen et les laisser venir dans des embarcations qui sont source de leur mort, aux mains de passeurs, d'hommes et de femmes sans scrupules qui exploitent la détresse humaine, qui vendent 6 000 € le passage, qui mettent les moins fortunés, les plus pauvres, dans la cale enfermés, les plus riches sur le pont parce que peut-être ils peuvent se sauver. Donc, lutter contre ce problème. Est-ce que vous prenez la solution australienne qui justement a fermé ses côtes? Peter Abbott, Premier ministre conservateur australien,
a eu une politique courageuse. Elle est décriée, mais il n'y a plus de morts au large des côtes australiennes. Pourquoi? Parce ils sont tous dans des camps, il est allé régler le problème à la source. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est empêcher que toute embarcation parte des côtes libyennes, y compris par des opérations militaires sous mandat de l'ONU. Il faut détruire les embarcations, il faut traquer... Vous avez une embarcation qui part d'une côte libyenne avec des hommes à bord. Comment vous faites? Vous allez sur les eaux territoriales libyennes? Il faut aller sur les eaux territoriales libyennes, bien sûr, parce qu'on sera efficace au plus près des côtes libyennes, y compris sur les côtes libyennes. Moi, je prône une sécurisation des côtes libyennes. Donc ça, c'est un sujet... Sur les côtes libyennes. Mais au-delà, sous mandat de l'ONU. Au-delà, ne focalisons pas complètement sur la Libye. Ne confondons pas les conséquences et les causes. Aujourd'hui, le continent africain, c'est 1 milliard d'habitants. On estime qu'en 2050, il y aura 2 milliards d'habitants. Il y a des crises géopolitiques. Donc il y a une immigration économique. Il y a une immigration liée au conflit. Il y a des réfugiés, il y a des persécutés. Je pense aux chrétiens d'Orient, notamment. Je suis allé à Erbil voir les chrétiens d'Orient. Je préside dans mon département un comité de soutien aux chrétiens d'Orient. J'ai vu dans les camps à Erbil les chrétiens qui ont fui Mossoul, Karakoch. Alors, est-ce que vous leur donnez des visas à ceux-là? Dramatiques, oui. Mais à ceux-là, les visas, il faut les donner. Là, en l'occurrence, à Erbil, il y a un consulat général de France. Il faut les donner sur place. Il faut, comme l'a proposé François Fillon, pouvoir créer des camps sous mandat de l'ONU, peut-être en Jordanie. Jordanie, il y a 1 million de réfugiés. Peut-être en Libye, sous protection de l'ONU, pour faire en sorte qu'on puisse distinguer les réfugiés, les martyrs du fanatisme islamique. Et on voit ce qui s'est passé pour les Éthiopiens, pour les chrétiens très souvent. Et ceux qui sont... regardent l'Europe comme un Eldorado économique. Vous faites la distinction. Je les comprends. Qu'il faut appuyer cette distinction. Je les comprends, je ne veux pas juger. On sait qu'il y a cet appel et notre continent peut apparaître comme attractif dans des pays qui sont plongés dans la misère. Mais la solution, c'est pas... Il y aura... Immédiatement, il faut sauver les migrants. Donc, il faut agir en Libye. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas faire preuve de naïveté. Ne lançons pas un message en disant on va accueillir tout le monde. Parce que demain, si on lance ce message qui est d'une extraordinaire naïveté, mais en même temps d'une très grande dangerosité, on va aboutir à quoi? À une augmentation considérable des flux. On parle d'1 million de personnes en attente de passage. Si demain on dit l'Europe devient ouverte, comme certains, avec une fausse générosité, si on allait vers ce chemin, même que partiellement, eh bien, on donnerait, hélas, raison aux passeurs. Donc, il faut dire que les migrants économiques doivent être reconduits vers leur pays d'origine, et puis il faut lancer, j'approuve totalement ce qu'a dit Jean-Louis Borloo, un immense plan Marshall, j'aime pas trop la formule, mais allez, un énorme plan de développement pour que le continent africain, qui connaît déjà une croissance de 5% par an, eh bien, puisse trouver la capacité, l'essor. Il y a des réserves alimentaires, il faut une organisation meilleure en Afrique, il faut de l'énergie, il faut de l'eau, tout ça, on peut les aider à le faire pour trouver... Vous avez raison, mais le problème est encore devant nous, mais en tout cas, je crois sincèrement, et je ne fais pas preuve de l'expression d'un cœur sec. Ce qui se passe est abominable. Comment ne pas y être étranger, comment ne pas tendre la main, bien entendu, mais attention aux fausses réponses. Il nous reste très peu de temps. Alain Baron, Radio Notre-Dame. À propos de la Libye, puisque c'est de Libye que partent beaucoup de ces émigrants, certains disent que c'était une erreur de faire tomber le régime libyen. C'était une grosse erreur du président précédent, du président Sarkozy. C'était une erreur pour vous de... Non, je ne le crois pas. Rappelons-nous le contexte. D'abord un mandat de l'ONU, une décision approuvée, contrairement à ce que dit M. Hollande, par tout le monde à l'époque. Je trouve le président de la République actuel assez audacieux lorsqu'il critique ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Il y avait des élections qui étaient prévues à l'été 2012. Si la transition démocratique ne s'est pas opérée, c'est parce que peut-être notre diplomatie, depuis 2012, n'a pas fait ce qu'il fallait. Je rappelle à M. Hollande qu'il est quand même président de la République depuis 3 ans. Ce n'est plus Nicolas Sarkozy qui est président de la République. Je le dis à M. Hollande, j'ai l'impression que quelquefois, il ne sait pas qu'il est président de la République. Ça fait 3 ans maintenant. Les Français, eux, hélas, le savent.
Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. Oui, qu'est-ce que vous inspire ces accusations contre les militaires français en Centrafrique qui se seraient rendus coupables de viol d'enfants? Est-ce que ça risque de discréditer la présence française dans ce pays? Je souhaite que c'est une affaire, une accusation terrible, grave, très grave. Je souhaite que la vérité soit faite le plus vite possible. Moi, je souhaite que toute la clarté soit, y compris au plan judiciaire, soit effectuée, mais ne lançons pas des accusations. On sait que ce pays est très hostile, enfin certaines dans Centrafrique sont très hostiles à la présence française au sein des forces de l'ONU, donc je prends ces accusations avec prudence. Je ne veux pas naturellement participer à jeter le discrédit sur notre armée qui fait aujourd'hui partout sur les théâtres extérieurs un travail courageux, extraordinaire. Donc soyons prudents, mais que toute la vérité soit faite. Sur ces opérations extérieures, Éric Ciotti, certains disent que l'Europe devrait soutenir l'effort financier de la France. Absolument. Et que la France se bat pour toute l'Europe, en fait, dans ces pays-là. Tout à fait. C'est une injustice absolue. La France et la Grande-Bretagne également portent le poids de la dissuasion nucléaire, portent le poids de ce combat pour la liberté, partout, et nous ne sommes pas sur un pied d'égalité avec l'Allemagne, notamment. Lorsqu'on parle des déficits publics, il n'y a pas d'effort comparable de la part de l'Allemagne. Et on assure un peu tout seul la sécurité de l'Europe. On comble les déficiences au prix de notre déficit de l'Europe. Oui. Aujourd'hui, donc, c'est vrai que la France a cette responsabilité lourde, fidèle à son histoire, à sa place dans l'histoire. Mais aujourd'hui, si l'Europe veut exister, il faut qu'on ait une Europe qui ait une diplomatie, une politique étrangère. Et comment avoir une diplomatie, une politique étrangère si on n'a pas une politique de défense mieux coordonnée? Donc, à tout le moins, il faut que l'effort financier soit partagé. Très bien, ce sera votre dernier mot. Merci à vous, Éric Ciotti. Je rappelle que vous présidez le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Vous venez de publier un livre intitulé de façon très précise « Autorité » aux éditions du Moment. On a vu que cette autorité est le mot qui caractérise vos propositions politiques. Notre prochain invité sera le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette édition de Face aux Chrétiens et des précédentes aussi sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. En tout cas, merci à vous tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.